Penser l'inconnu, la théorie de la conception, une nouvelle rationalité dans l'inconnu. Pascal Lemasson, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Pascal Lemasson, CGS, Centre de gestion scientifique, Mines ParisTech, PSL Université. Pourquoi, peut-être d'abord, pour se refixer les idées, même si on va parler un peu de défixation avec vous, pourquoi les sciences de gestion s'intéressent à la conception? C'est un rappel. C'est une bonne question. Parce que c'est vrai qu'on peut être assez surpris. Il y a des professeurs de marketing, il y a des professeurs de finance, des professeurs de RH, de ressources humaines, mais il n'y a pas de professeur de R&D ou de conception, alors que c'est une activité assez importante dans l'entreprise. C'est pas 50 ou 500 personnes, un bureau d'études, comme on le croit souvent, ça peut être 15 000 personnes. C'est des énormes usines à col blanc. C'est 15 000, c'est pas 500. C'est beaucoup, quoi. Ouais. Ça pose des gros problèmes d'organisation, et en particulier, c'est quand même une activité qui va conditionner le renouvellement des produits de l'entreprise, le renouvellement des compétences. Donc c'est une activité assez mal connue, assez stratégique. Et puis c'était une activité qui était confrontée à des défis critiques, puisqu'il fallait brutalement non pas améliorer les produits, pas faire le téléphone mobile un peu mieux, mais brutalement il fallait faire le smartphone. Et ces usines à col blanc, elles n'étaient pas très préparées pour faire ça. Donc il fallait réinventer des méthodes. Donc tout ça, c'était des bonnes raisons de s'y intéresser. Et puis quand même, il y avait une raison plus scientifique. La gestion, c'est un peu les spécialistes des théories de la décision. Et puis la conception, elle vient avant la décision. Les alternatives ne sont pas encore là, il faut les générer. Alors dans ces cas-là, on fait comment? Alors généralement on dit c'est de la créativité. Mais la créativité, c'est pas suffisant pour décrire une activité qui peut être extraordinairement intensive en connaissances. On parle là du scientifique qui élabore des théories et des protocoles. On parle là des ingénieurs qui développent des techniques et des produits. Donc on est dans une situation où on ne peut pas se contenter de dire que c'est juste être créatif. On voit à l'œuvre des raisonnements intensifs par leur puissance, par leur rigueur. Et on peut se demander quel modèle la gestion avait-elle à sa disposition pour traiter de ces questions. Extrêmement intéressant quand vous parlez du smartphone. Je veux dire, on visualise, on change de catégorie d'objet, pour faire simple. Absolument. Alors, concrètement, vous avez développé une théorie. La théorie dite de la conception. De quoi il s'agit? Alors, on est plusieurs à travailler sur la théorie de la conception. C'est vrai qu'il existe un enjeu scientifique à travailler sur la théorie de la conception. On peut s'en faire une idée en sachant que, par exemple, il existe déjà une théorie de la décision, une théorie des ensembles, une théorie de la conception a les mêmes ambitions. Il s'agit de produire une théorie rigoureuse, une théorie dans laquelle le raisonnement est contrôlable, une théorie dont on puisse en déduire un certain nombre de phénomènes inédits, ou une théorie qui serve à expliquer des phénomènes qu'on connaissait déjà. Donc il y a là... ah oui, ce qu'on peut aussi espérer, c'est que ça permet d'aller au-delà de l'intuition qu'on a, voire des apories sur lesquelles on bute quand on parle, bien sûr, de décision, d'ensemble, mais en l'occurrence de conception. Donc le rôle de la théorie, c'est un peu ça, c'est d'avoir cette rigueur pour s'attaquer à cet objet. Alors on n'est pas les seuls à travailler, à l'École des Mines, il y a une grosse équipe, mais à travers le monde, on peut penser qu'il y a aujourd'hui plusieurs centaines de chercheurs qui essaient de travailler sur cette notion. Et le premier résultat intéressant, c'est qu'ils se sont débarrassés des approximations gênantes. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'une théorie de la conception, ça ne peut pas être de la résolution de problèmes. Ça ne peut pas être de l'optimisation. Ça ne peut pas non plus être de la créativité. Ce n'est pas suffisant pour expliquer le phénomène de fond en conception, qui est un phénomène qu'on pourrait qualifier de générativité. En gros, en conception, on part d'un truc du style « on aimerait avoir des antibiotiques qui ne provoquent pas de résistance. On aimerait avoir des villes plus inclusives, des mobilités plus durables. » On a des inconnus désirables, et à partir de cet inconnu désirable, on veut générer des solutions, disons. Donc on va passer de l'inconnu au connu. Et c'est ce processus-là qui va être un peu au cœur des théories de la conception. Alors il se trouve qu'il y a plusieurs théories qui aujourd'hui tiennent la corde, et en particulier, Armand Hatchuel et Benoît Weil ont donc développé la théorie CK, qui aujourd'hui fait quand même référence au plan mondial, en particulier parce qu'elle a un très haut niveau de générativité et un très haut niveau d'universalité. La théorie CK, comment ça marche? On peut le faire très très vite, c'est pas, ça sera, j'espère que les professeurs ne sont pas trop gênés de ces approximations, mais en gros on va dire il y a une théorie de la connaissance, une théorie de la créativité, et jusqu'ici on les avait séparées. Et l'enjeu c'est au contraire de les articuler. Et l'intuition d'Armand et Benoît, ça va être de dire, dans les briefs des designers, dans les parties des architectes, dans les paris techniques des ingénieurs, il y a quelque chose de commun. Et ce commun, c'est quoi? C'est que ces propositions, elles sont indécidables. On ne sait pas dire tout de suite si elles sont vraies ou si elles sont fausses.
Alors on va opposer ce type de proposition aux situations dans lesquelles, au contraire, la connaissance nous dit si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc il y aura l'espace des concepts, les propositions indécidables, et l'espace des connaissances dans lesquelles les propositions seront soit vraies, soit fausses. Et l'idée, c'est de gérer les interactions entre ces deux espaces. Alors la bonne surprise, c'est que la connaissance va apparaître comme un moteur de l'imaginaire, un moteur des chimères, et à l'inverse, les chimères, les espaces d'idéation créative vont aller stimuler la connaissance. Et la théorie CK, en modélisant ça, finalement représente la conception comme un processus de double expansion. Expansion à la fois de l'inconnu et du connu. Voilà un peu pour le faire très vite. Pour prendre une image très simple, en fait, on n'est plus dans le raisonnement dans un menu prédéterminé, il faut inventer le menu. C'est ça que permet la théorie CK, c'est de réfléchir. Tout en utilisant les menus précédents tout en ce qui était disponible avant. Donc on va faire fond de ce qu'on connaît pour amplifier la puissance créative. Les apports de cette théorie de la conception, si vous deviez en citer quelques-uns. Bon, très nombreux apports. Je préférerais peut-être parler de plusieurs types d'apports, ce qui nous renverra aussi à la discussion qu'on peut avoir régulièrement sur ce que c'est que les sciences de gestion. Il y a globalement un apport d'abord sur le plan théorique. Le point intéressant, c'est que finalement avec ça, on pensait que la rationalité était limitée aux questions sur le connu. La théorie de la conception dit quand même quelque chose de très surprenant. Elle va dire qu'il existe une rationalité de l'inconnu. C'est une extension extraordinaire. De ce point de vue-là, c'est tout à fait fascinant. Ça veut dire que pour être créatif, il ne faut pas être irrationnel. Pour être créatif, il faut être plus rationnel. Et le gain en rigueur va en fait apporter un gain en créativité, ce qui est quand même une conquête intellectuelle intéressante. Pour les sciences de gestion, il y a aussi une conséquence assez amusante, c'est que la théorie de la conception va contenir la théorie de la décision. Elle va non seulement la contenir, mais elle va même l'étendre. C'est intéressant parce que les sciences de gestion s'étaient vues avaient plutôt l'ambition d'être une théorie de la décision, ou de s'appuyer sur une théorie de la décision. Aujourd'hui, on peut penser que les sciences de gestion ont l'opportunité de s'appuyer sur une théorie de la conception, et ça peut probablement étendre leur champ d'exploration. Ça, c'est le plan théorique. Il y a un plan plus empirique. Comme toute théorie, on s'attend à ce qu'elle fasse des prédictions, et qu'on puisse comparer ces prédictions à des situations réelles. Alors, les grands anciens de la théorie de la décision avaient déjà fait le coup. Ils disent qu'il y a une théorie de la décision, et puis on compare à ce qui se passe en psychologie expérimentale, et on dit « Ah, il y a des biais dans la situation décisionnelle. » On ne décide pas conformément à la théorie, ce qui révèle évidemment plein de choses. Par exemple, on mesure les émotions, etc. Ça, c'était la décision, ça fait un prix Nobel quand même, Kahneman, Tversky, 2002, ça a une certaine importance pour les communautés. Pour la théorie de la conception, c'est un peu pareil. À partir du moment où on a une théorie du processus génératif, on peut vérifier ou constater ou mesurer les biais éventuels des individus dans les processus génératifs. Alors on travaille là-dessus avec nos collègues du LabCID de la Sorbonne, Olivier Houdet, les équipes d'Olivier Houdet et Mathieu Cassotti, qui ont progressivement mis au jour qu'effectivement il existait des biais de fixation, c'est-à-dire qu'on ne génère pas aussi bien qu'on peut le faire avec la théorie, on a des biais. Et puis le deuxième point très intéressant, c'est qu'en plus on peut apprendre à surmonter ces biais. Donc on va en déduire un certain nombre de conseils managériaux intéressants, sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Et puis on peut étendre la chose, puisqu'on l'avait fait d'abord à un niveau individuel, on peut envisager d'étudier les biais au niveau collectif, et Marine Agoguet, elle a étudié les biais au niveau des écosystèmes industriels. Supposez que la question soit, on voudrait développer des nouveaux systèmes d'aide à l'autonomie des personnes âgées. On a plein de projets qui apparaissent. Comment sait-on s'il y a des fixations dans les projets ? Comment sait-on si certaines voies d'exploration sur l'autonomie des personnes âgées, certaines de ces voies sont finalement peut-être laissées orphelines de toute exploration ? La mauvaise nouvelle, c'est que généralement oui, c'est-à-dire qu'il y a des voies d'innovation qui sont orphelines de travail d'exploration. C'est peut-être pas une très très bonne nouvelle pour nos écosystèmes. En tout cas, on sent que la gestion pourrait avoir là un rôle à jouer. D'essayer justement de surmonter les fixations au niveau des écosystèmes. Et puis troisième plan d'implication de la théorie, là peut-être plus directement pour les sciences de l'organisation, la théorie prédit qu'il va exister plusieurs régimes de conception. Il va exister des régimes qui vont essayer d'utiliser au maximum les connaissances disponibles, et ça c'est en fait le régime de la R&D traditionnelle. Et puis elle dit aussi qu'il y aura des régimes qui vont être plus intensifs en production de connaissances, et eux ils vont remettre en cause éventuellement de façon beaucoup plus systématique les bases de connaissances de l'organisation, et ces régimes-là ils vont supposer des méthodes, des processus, des façons de définir les missions qui vont être différents des méthodes précédentes. La théorie, elle permet de mettre la lumière là-dessus, elle permet aussi de développer, ou du moins d'aider à développer ces méthodes. Et de ce point de vue-là, on peut espérer que la théorie de la conception contribue aujourd'hui à ce que les bureaux d'études et la conception dans l'entreprise fonctionnent un peu mieux. Donc voilà un petit peu on voit dans ces implications, et c'est peut-être ça le point intéressant, on voit qu'en s'intéressant aux activités de conception, les sciences de gestion finalement fonctionnent bien comme une science fondamentale. Au sens où il y a un impact pour la science elle-même, mais il y a aussi un impact pour d'autres disciplines, et il y a aussi un impact pour la société et pour les entreprises.
limpide. Merci Pascal Lemasson. Merci Jean-Philippe.